On racontait que certaines villes semblaient les respirer plus lentement que le reste du monde, comme si le temps y était englué dans une matière invisible. Au sud du Brésil, bien avant que les routes modernes ne percent les collines, existait une petite agglomération isolée, nichée entre des forêts épaisses et des chemins de terre oubliés. Les habitants l'appelaient Santa Aurora, bien que ce nom évoquât une lumière qui ne semblait jamais atteindre pleinement ses rues. À la fin du XIXe siècle, une brume persistante s'y installait presque chaque soir, descendant lentement des collines comme une marée silencieuse. Elle s'accrochait aux façades des maisons en bois, se glissait sous les portes mal ajustées, et étouffait les sons jusqu'à transformer les nuits en un silence pesant. Dans cet environnement déjà chargé d'étrangeté, certains détails passaient inaperçus, comme des anomalies trop subtiles, pour alerter immédiatement. C'est dans cette ville que vivait Vera Vargas. Peu de gens savaient exactement d'où elle venait. Certains murmuraient qu'elle avait fui une région plus au nord, d'autres prétendaient qu'elle avait simplement émergé un jour de la forêt, comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Elle habitait une petite maison en bordure du village, légèrement en retrait, là où la terre devenait plus humide et où les arbres commençaient à se resserrer. Sa maison, bien que modeste, était connue de tous, pas pour sa beauté ni pour sa taille, mais pour l'odeur. Une odeur persistante, difficile à décrire, flottait en permanence autour de son habitation. Elle n'était pas immédiatement repoussante, mais elle dérangeait. Elle évoquait quelque chose de chaud, de gras, mêlé à une note métallique presque imperceptible. Les habitants, en passant devant chez elle, ralentissaient involontairement le pas, comme si leur instinct tentait de comprendre ce que leur esprit refusait encore d'admettre. Vera vivait seule. Elle ne participait pas au rassemblement du village, ne fréquentait ni l'église ni le marché de manière régulière. Pourtant, elle n'était pas totalement absente de la vie locale. De temps à autre, elle apparaissait, toujours vêtue de tissus sombres, le visage fermé, les yeux fuyants, pour vendre ou échanger de grandes marmites de soupe. Ces soupes, étonnamment, étaient appréciées. Les travailleurs fatigués, les voyageurs de passage et même certaines familles modestes trouvaient dans ces préparations une chaleur réconfortante. Elles étaient épaisses, nourrissantes, et possédaient un goût particulier, difficile à identifier, mais étrangement addictif. On disait qu'elles tenaient au corps plus longtemps que n'importe quel autre plat. Cependant, quelque chose changea. D'abord, ce furent les chiens. Les chiens errants, nombreux dans les rues de Santa Aurora, commencèrent à disparaître. Au début, personne n'y prêta attention. Les bêtes vagabondes suivaient souvent des pistes invisibles, s'éloignant pendant des jours, parfois pour ne jamais revenir. Mais lorsque leur absence devint trop marquée, lorsque les aboiements nocturnes cessèrent presque entièrement, un malaise diffus commença à s'installer. Puis, vint le silence. Un silence plus profond que celui apporté par la brume. Et dans ce silence, l'odeur autour de la maison de Vera Vargas sembla devenir plus forte. Avec le temps, les habitants de Santa Aurora commencèrent à percevoir un déséquilibre, quelque chose de subtil mais persistant, comme une note dissonante dans une mélodie familière. Ce n'était pas seulement l'absence des chiens qui troublait les esprits, mais la manière dont ils avaient disparu, sans lutte, sans trace visible, sans ce désordre habituel que laissent derrière eux les bêtes effrayées ou blessées. Les ruelles autrefois animées par leurs silhouettes maigres et leurs allées errantes restaient désormais désertes. Les restes de nourriture déposés devant certaines maisons demeuraient intacts, se décomposant lentement sous l'humidité constante. Même les os, autrefois disputés dans des grognements nocturnes, restaient là où on les abandonnait, blanchissant sous le voile gris de la brume. Les enfants furent les premiers à remarquer ce changement, avec une clarté inquiétante. Habitués à ces présences silencieuses qui les suivaient de loin, ils ressentirent leur absence comme un vide palpable. Certains affirmaient avoir aperçu, à la lisière de la forêt, des formes mouvantes, basses, rapides, mais ces récits se perdaient rapidement dans les préoccupations plus rationnelles des adultes. Cependant, un autre détail s'imposa progressivement. La fréquence des apparitions de Vera Vargas au village augmenta. Elle descendait plus souvent qu'auparavant, transportant ses marmites, avec une régularité presque mécanique. Ses pas semblaient incalculés, toujours identiques, comme si elle suivait un tracé invisible que personne d'autre ne pouvait percevoir. Elle ne s'attardait jamais, déposant ses préparations avec une précision froide, avant de disparaître à nouveau vers la périphérie humide du village. Et ses soupes avaient changé. Ce n'était pas une transformation brutale, mais une évolution subtile. Leur couleur semblait plus sombre, plus dense. Une fine pellicule grasse persistait plus longtemps à la surface, capturant la lumière d'une manière étrange. Certains notèrent un goût plus prononcé, plus profond, presque envoûtant, bien que personne ne parvint à en identifier clairement la nature. Malgré cela, leur popularité grandissait. Les journées étant longues et pénibles, peu osaient remettre en question une source de nourriture aussi accessible et nourrissante. Pourtant, après certains repas, un malaise diffus apparaissait chez quelques consommateurs. Rien de suffisamment grave pour alarmer,
mais assez pour troubler. Une sensation lourde dans l'estomac, accompagnée parfois d'une fatigue inhabituelle, comme si le corps luttait contre quelque chose d'indéfinissable. À mesure que ces impressions se répandaient, les regards commencèrent à changer. Sans qu'aucun mot ne soit échangé, une méfiance silencieuse se développa. Lorsqu'on apercevait Vera au loin, certains détournaient instinctivement les yeux, tandis que d'autres l'observaient avec une attention discrète, mais insistante. Il n'y avait pas encore d'accusation, seulement une accumulation de détails troublants, qui refusaient de s'assembler en une vérité claire. Puis, une nuit, quelque chose rompit définitivement la fragile indifférence du village. Un homme rentrant tard par un chemin bordé d'arbres tordus, crut apercevoir une silhouette près de la maison de Vera. La brume était épaisse, mais une faible lueur vacillante semblait provenir de l'intérieur. En s'approchant, il distingua un mouvement lent, répétitif, presque rituel, et au milieu de cette obscurité, un son discret parvint jusqu'à lui, un bruit humide, irrégulier, comme celui de quelque chose que l'on découpe lentement, avec une patience infinie. L'image entrevue cette nuit-là ne quitta jamais complètement l'esprit de celui qui l'avait aperçue. Elle ne s'imposa pas comme un souvenir clair, mais plutôt comme une sensation persistante, une impression qui revenait par fragments, toujours incomplète, toujours dérangeante. Le mouvement lent derrière la fenêtre, la lumière vacillante, et surtout ce son, à peine perceptible, mais profondément ancré, dans une mémoire instinctive. Dans les jours qui suivirent, il évita soigneusement le chemin bordant la maison de Vera Vargas. Pourtant quelque chose avait changé en lui, comme si une partie de son attention restait fixée sur ce lieu, même à distance. Ce type de transformation ne tarda pas à se diffuser, imperceptiblement, parmi les habitants. Les gestes devinrent plus prudents, les regards plus furtifs. On ne parlait toujours pas ouvertement, mais le silence qui entourait Vera n'était plus de l'indifférence. Il s'agissait désormais d'un silence chargé. La brume, elle aussi, semblait différente. Plus dense, plus basse, elle envahissait les abords de la maison de Vera avec une insistance particulière, comme si elle cherchait à dissimuler ce qui ne devait pas être vu. Certaines nuits, elle ne se contentait plus de recouvrir le sol, mais montait jusqu'aux fenêtres, enveloppant la structure entière dans une opacité presque totale. La maison disparaissait alors du paysage, absorbée dans une masse grise, où les contours perdaient toute définition. C'est dans ces moments-là que les sensations devenaient les plus troublantes. Certains affirmaient ressentir une odeur plus forte encore, portée par l'humidité. Une odeur qui ne se limitait plus à la simple cuisson mais qui semblait contenir autre chose. Une note organique, lourde, presque sucrée dans sa décomposition. Elle s'infiltrait dans les vêtements, dans les cheveux, et persistait longtemps après que l'on se soit éloigné. Un autre détail commença à émerger, plus inquiétant encore. Les chiens n'étaient pas les seuls à avoir disparu. Au début, il s'agissait d'absences isolées, faciles à expliquer. Un animal domestique qui ne revenait pas, un chien attaché qui un matin n'était plus là, sa corde intacte. Puis, progressivement, même les animaux les plus proches des habitations cessèrent de donner signe de vie. Les poules restaient calmes, mais les aboiements, les grognements, ces sons familiers qui rythmaient autrefois les nuits, avaient complètement disparu. Le village s'enfonçait dans une tranquillité artificielle. Une nuit, poussé par une inquiétude qu'il ne parvenait plus à contenir, le même homme qui avait observé la maison décida de revenir. Cette fois, il ne resta pas à distance. Il s'approcha lentement, chaque pas absorbé par la terre humide. La lumière était là, plus faible encore, filtrant à peine à travers les interstices des volets. En se rapprochant, il distingua davantage de détails. La fenêtre n'était pas complètement fermée. Une fine ouverture laissait passer non seulement la lumière, mais aussi ce son familier, plus distinct désormais. Un rythme irrégulier, accompagné d'un léger frottement. À mesure qu'il se penchait, une autre perception s'imposa, celle d'une chaleur anormale émanant de l'intérieur, contrastant avec l'air froid et humide de la nuit. Puis, en un instant suspendu, son regard trouva un point d'ancrage. À travers l'ouverture, quelque chose était visible. Pas clairement, pas entièrement, mais suffisamment pour briser définitivement toute illusion. Une surface sombre, luisante, posée sur une table, une forme qui n'avait rien de végétal. Et au-dessus, un mouvement lent, méthodique, guidé par une main dont les gestes ne tremblaient pas. Il recula aussitôt. Mais cette fois, ce n'était plus la peur de l'inconnu qui l'habitait. C'était la certitude que quelque chose, dans cette maison, ne devait jamais être découvert entièrement. Dès lors, le village entra dans une phase plus trouble encore, où l'ignorance volontaire devint une forme de refuge. Ce qui avait été perçu, entrevu ou simplement ressenti, ne pouvait plus être totalement nié, mais il n'était pas davantage accepté. Les habitants continuaient leur routine, s'accrochant à des gestes familiers, comme si la répétition pouvait maintenir une forme d'équilibre face à ce qui se déformait lentement autour d'eux. Pourtant, certains commencèrent à observer avec plus d'attention. Les abords de la maison de Vera Vargas, longtemps évités, devinrent l'objet de regards discrets. On n'y allait pas ouvertement,
mais on s'en approchait suffisamment pour tenter de comprendre, et c'est ainsi que les premières anomalies tangibles furent remarquées. Le sol d'abord. Toujours humide dans cette zone, en bordure de forêt, il portait habituellement les marques du passage des animaux. Mais désormais, ces traces semblaient confuses, comme si quelque chose avait perturbé leur lecture naturelle. Par endroits, la terre paraissait retournée, légèrement creusée, puis soigneusement aplatie. Rien de suffisamment profond pour attirer immédiatement l'attention, mais assez pour éveiller un malaise chez ceux qui savaient observer. Il y avait aussi les marques plus fines, des lignes irrégulières, parfois interrompues, parfois répétées, comme si un objet avait été traîné sur de courtes distances. Elles apparaissaient et disparaissaient, sans logique apparente, s'arrêtant brusquement là où le sol devenait plus dur ou plus sec. Ces traces ne menaient nulle part de manière claire, mais elles semblaient toutes converger vers la même direction, la maison. À mesure que ces observations se multipliaient, une tension silencieuse se renforça. Ce n'était plus seulement une inquiétude diffuse, mais une accumulation d'indices qui, mis ensemble, formaient une structure inquiétante. Cependant, personne ne semblait prêt à franchir la limite nécessaire pour transformer ses soupçons en certitude. Pendant ce temps, Vera continuait. Ses apparitions au village restaient régulières, presque immuables dans leur précision. Pourtant, certains détails, auparavant négligés, commencèrent à émerger. Ses vêtements semblaient parfois marqués de taches sombres, difficilement visibles sous les tissus épais, mais présentes malgré tout. Ses mains, souvent dissimulées, révélaient par moments des traces plus inquiétantes, des résidus incrustés sous les ongles, une teinte inhabituelle qui ne disparaissait jamais complètement. Et toujours cette odeur. Elle ne se limitait plus à l'extérieur de sa maison. Elle semblait désormais l'accompagner, flottant légèrement dans son sillage lorsqu'elle traversait les rues. Certains affirmaient qu'elle persistait même après son passage, imprégnant l'air d'une présence invisible mais indéniable. Puis, un autre élément vint fissurer davantage le fragile équilibre du village. Un enfant disparut. Ce ne fut pas immédiat. Son absence passa d'abord inaperçue, diluée dans les habitudes et les déplacements quotidiens. Mais lorsque sa famille commença à le chercher sans succès, une inquiétude plus tangible prit forme. Contrairement aux chiens, contrairement aux animaux, cette disparition ne pouvait être ignorée ou expliquée aussi facilement. Aucune trace, aucun signe de lutte, seulement une absence nette, brutale, comme si l'enfant avait été effacé du paysage. À partir de ce moment, le silence changea de nature. Il ne s'agissait plus d'un simple malaise ou d'une hésitation collective. C'était un silence lourd, oppressant, celui d'une communauté qui commençait à comprendre que ce qu'elle avait choisi de ne pas voir pouvait désormais la regarder en retour. Et dans cette prise de conscience progressive, un détail s'imposa avec une clarté glaciale. L'odeur autour de la maison de Vera Vargas n'avait jamais été aussi forte. La disparition de l'enfant introduisit une fracture irréversible dans la perception du village. Ce qui relevait autrefois de l'intuition ou du soupçon prit une consistance plus lourde, presque matérielle. Les regards changèrent définitivement, non seulement envers Vera Vargas, mais aussi envers les lieux eux-mêmes. Santa Aurora cessa d'être un simple décor pour devenir un espace chargé, comme si chaque recoin pouvait dissimuler une vérité, trop longtemps contenue. Ce ne furent pas les recherches qui révélèrent le plus de choses. Elles restèrent désorganisées, hésitantes, limitées par une peur diffuse que personne n'osait nommer. On fouilla les abords immédiats, les chemins, les zones les plus fréquentées, mais toujours avec une retenue visible. La forêt, pourtant proche, demeura en grande partie inexplorée, comme si elle représentait une limite tacite qu'il valait mieux ne pas franchir. C'est ailleurs que les signes commencèrent à apparaître. À la périphérie de la maison de Vera, là où le sol restait constamment imbibé d'humidité, certaines irrégularités devinrent plus évidentes. Après plusieurs jours de pluie fine, la terre s'était affaissée par endroits, révélant des couches plus sombres en dessous. Ce n'était pas une excavation nette, ni une fosse identifiable, mais plutôt une succession de zones où la surface semblait avoir été récemment manipulée. Des fragments émergèrent, pas suffisamment clairs pour être immédiatement identifiés, mais assez distincts pour troubler profondément ceux qui les remarquèrent. De petites formes pâles, irrégulières, apparaissaient à travers la boue, leur texture contrastait avec la terre environnante, capturant brièvement la lumière avant d'être recouverte à nouveau par l'humidité, ou déplacée involontairement. Personne ne les examina de trop près. Il y avait dans ces découvertes une qualité dérangeante, qui dissuadait toute inspection prolongée, comme si le simple fait de confirmer leur nature risquait de transformer un doute supportable en certitude insoutenable. Parallèlement, un autre phénomène se manifesta. Les nuits devinrent plus agitées, non pas par le bruit, mais par une série de sensations indistinctes. Certains habitants rapportèrent des réveils brusques, accompagnés d'une impression persistante d'avoir entendu quelque chose. Un frottement, un déplacement, un souffle, rien de clairement identifiable, mais toujours lié à une direction précise. La maison de Vera.
La lumière qui s'en échappait ne suivait plus aucun rythme naturel. Elle apparaissait à des heures irrégulières, parfois très tard dans la nuit, parfois brièvement avant l'aube. Elle n'était jamais stable, oscillant faiblement comme si elle était alimentée par une source instable, ou perturbée par un mouvement constant à l'intérieur, et cette odeur, elle avait évolué encore. Ce qui n'était autrefois qu'une présence localisée s'étendait désormais plus loin, portée par l'humidité et les courants d'air nocturnes. Elle pénétrait certaines habitations, s'insinuant dans les espaces clos, imprégnant les tissus, les murs, les objets. Elle ne provoquait pas immédiatement de rejet, mais elle laissait derrière elle une sensation persistante, presque intrusive, comme une trace. Puis, un détail, apparemment insignifiant, commença à troubler les esprits les plus attentifs. Les marmites de Vera, autrefois volumineuses et pleines, semblaient revenir plus souvent vides qu'elles ne partaient pleines. Pourtant, la quantité distribuée au village n'avait pas augmenté de manière proportionnelle. Il existait une dissonance, un écart difficile à quantifier, mais perceptible pour ceux qui observaient avec soin. Quelque chose était consommé ailleurs, quelque chose qui ne faisait pas partie des échanges visibles, et dans cette accumulation silencieuse de preuves fragmentées, une idée commença à prendre forme, lente mais inévitable. La terre, malgré tous ses efforts, ne parvenait plus à dissimuler ce qui s'y enfonçait. À mesure que les indices s'accumulaient, une transformation silencieuse s'opéra dans l'esprit des habitants. Il ne s'agissait plus d'un doute diffus ni d'une inquiétude vague, mais d'une compréhension lente, presque organique, qui s'imposait sans jamais être formulée clairement. Une vérité sans mots, trop lourde pour être prononcée, mais trop évidente pour être ignorée. Ce changement se manifesta d'abord dans les comportements. Les trajets furent modifiés. Les chemins qui longèrent la maison de Vera Vargas furent progressivement abandonnés, même lorsque cela impliquait de longs détours. Les enfants ne jouaient plus à proximité des bois, et les portes restaient closes plutôt qu'auparavant. Le village, autrefois modeste mais vivant, semblait se replier sur lui-même, comme une structure qui tente de se protéger d'une pression extérieure. Mais cette protection restait illusoire, car malgré les précautions, certaines observations continuaient de surgir, impossibles à éviter. Des silhouettes furent aperçues tard dans la nuit, non pas dans les rues, mais aux abords de la maison. Des formes basses, indistinctes, qui semblaient se mouvoir avec une lenteur inhabituelle, comme guidées par quelque chose d'invisible. À distance, elles pouvaient être confondues avec des animaux, mais en les observant plus longtemps, une incohérence apparaissait dans leurs mouvements. Elles ne se comportaient pas comme des êtres vivants ordinaires. Parfois, elles restaient immobiles pendant de longues minutes, puis reprenaient leur déplacement sans logique apparente. D'autres fois, elles semblaient se regrouper brièvement, avant de disparaître dans l'obscurité, absorbées par la brume ou par les ombres de la forêt. Personne ne s'en approchait, pas après ce qui avait été vu, car certains avaient tenté. Un homme, poussé par une détermination mêlée d'angoisse, s'était avancé plus près que les autres, une nuit où la brume était moins dense. Ce qu'il avait perçu ne fut jamais décrit en détail, mais son comportement changea radicalement par la suite. Il cessa de sortir après le coucher du soleil, évita tout contact prolongé avec ses voisins, et refusa même de s'approcher de certaines zones du village. Son silence en disait plus que n'importe quel récit. Dans le même temps, la maison de Vera semblait évoluer, non pas dans sa structure visible mais dans la manière dont elle occupait l'espace. Elle paraissait plus présente, plus lourde, comme si elle exerçait une influence sur son environnement immédiat. Les arbres autour d'elle semblaient plus sombres, leurs branches plus basses, comme alourdies par une force invisible. Le sol, toujours humide, prenait par endroits une teinte plus sombre, presque noirâtre, qui ne disparaissait pas même après plusieurs jours sans pluie. Et toujours, cette activité nocturne. La lumière vacillante persistait, mais elle s'accompagnait désormais de variations plus nettes. Par moments, elle s'intensifiait brusquement, projetant des ombres déformées à travers les interstices des volets. Ces ombres n'étaient pas fixes. Elles se déplaçaient lentement, avec une régularité troublante, suggérant des gestes répétés, méthodiques, presque rituels. Ce qui changea réellement cependant, fut la perception collective. Un point de bascule fut atteint, sans qu'aucune décision formelle ne soit prise, sans qu'aucune discussion ouverte n'ait lieu. Les habitants commencèrent à agir, comme s'ils partageaient tous la même conclusion. Une conclusion qu'ils refusaient encore d'exprimer, mais qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Vera Vargas n'était plus simplement une présence étrange. Elle était devenue le centre d'un phénomène que le village ne contrôlait plus. Et dans cette prise de conscience silencieuse, une certitude s'installa lentement, comme une ombre qui s'étend. Ce qui se passait autour de sa maison ne relevait plus du naturel. Il arriva un moment où l'accumulation ne laissa plus d'issue. Les regards, autrefois fuyants, commencèrent à se fixer. Non pas avec courage, mais avec une résignation lente, comme si le refus d'agir devenait plus insupportable encore que la peur elle-même.
Ce basculement ne fut marqué par aucun événement unique, mais par une saturation silencieuse, une limite atteinte sans bruit. Ce furent les nuits qui révélèrent cette transition. Elles n'étaient plus seulement étranges, mais oppressantes. L'air semblait plus dense, difficile à respirer, chargé d'une présence qui ne pouvait être localisée précisément. Certains habitants restaient éveillés sans raison apparente, assis dans l'obscurité de leur maison, écoutant des sons qu'ils n'auraient pas su décrire. Ce n'étaient pas des bruits distincts, mais des variations infimes dans le silence, des irrégularités presque imperceptibles qui perturbèrent l'équilibre naturel de la nuit. La direction de ces sensations restait constante, toujours la même, la maison de Vera Vargas. Un groupe finit par se former, non pas par décision collective mais par convergence d'intentions individuelles. Des hommes principalement, mais aussi quelques figures plus âgées, dont le regard trahissait une compréhension ancienne des choses que les autres commençaient à peine à entrevoir. Ils ne se réunirent pas officiellement. Aucun plan ne fut énoncé. Pourtant, une nuit, ils se retrouvèrent à la lisière du chemin menant à la maison. Leur avancée fut lente. Chaque pas semblait peser davantage que le précédent, comme si le sol lui-même opposait une résistance. La brume, étonnamment, était plus fine cette nuit-là, laissant apparaître les contours de la maison avec une netteté inhabituelle. Cette clarté relative ne rassurait pas, elle exposait, et ce qui était exposé ne correspondait pas entièrement à ce que le village croyait connaître. La structure semblait identique, mais quelque chose dans ses proportions, dans sa présence, paraissait altéré. Les ombres projetées par la faible lumière intérieure ne suivaient pas toujours les lignes attendues. Elles s'étiraient, se contractaient, parfois indépendamment de toute source visible. À mesure qu'ils s'approchaient, l'odeur devint presque suffocante. Elle n'était plus simplement dérangeante mais envahissante, saturant l'air au point de rendre la respiration difficile. Certains ralentirent, d'autres hésitèrent, mais aucun ne recula. Ce n'était plus possible. Arrivés à proximité immédiate, ils remarquèrent ce que l'obscurité avait longtemps dissimulé, la porte. Elle n'était pas complètement fermée. Un espace étroit laissait filtrer la lumière, ainsi qu'une chaleur anormale, presque étouffante. Mais ce n'était pas cela qui immobilisa le groupe, c'était le sol. Juste devant l'entrée, la terre avait été remuée de manière plus évidente qu'ailleurs. Des irrégularités profondes, des affaissements récents et surtout cette texture sombre, compacte, qui ne ressemblait plus vraiment à de la simple boue. Par endroits, des fragments émergeaient à nouveau, plus visibles que jamais sous cette lumière vacillante. Personne ne s'agenouilla, personne ne vérifia, car à cet instant précis, l'attention fut attirée ailleurs. De l'intérieur de la maison, un mouvement se produisit. Pas un bruit soudain, ni un geste brusque, mais une modification lente de la lumière. Elle vacilla, s'intensifia légèrement, puis se stabilisa. Une ombre passa devant l'ouverture de la porte, s'arrêtant brièvement, comme si elle avait perçu quelque chose, comme si elle savait. Le groupe resta figé. Dans cet instant suspendu, une évidence s'imposa à chacun, sans qu'elle ait besoin d'être formulée. Ils n'étaient pas les premiers à observer, et ceux qui se trouvaient à l'intérieur n'ignoraient pas leur présence. Le moment s'étira sans se rompre, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Devant cette porte entr'ouverte, aucun des hommes ne fit immédiatement le premier geste. L'instinct, longtemps ignoré, revenait avec une clarté brutale. Il ne s'agissait plus d'un doute, ni même d'une peur ordinaire, mais d'une certitude physique, presque viscérale. Franchir ce seuil reviendrait à abandonner toute possibilité de retour à l'ignorance. Et pourtant l'immobilité ne pouvait durer. Quelque chose dans la chaleur qui s'échappait de l'intérieur, dans cette lumière instable qui respirait presque, attirait autant qu'elle repoussait. Une tension insoutenable s'installait, comme si rester à l'extérieur devenait progressivement aussi dangereux que d'entrer. Ce fut un mouvement discret, qui brisa l'équilibre. La porte céda légèrement sous une pression involontaire, grinçant à peine, juste assez pour s'ouvrir davantage. L'espace entre l'intérieur et l'extérieur s'élargit, laissant échapper une vague plus dense de chaleur et d'odeur. Cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté possible. L'air portait une composition lourde, saturée de matières en transformation, où le gras, le brûlé et une note organique profonde se mêlaient de façon indissociable. La lumière révéla enfin ce qui se trouvait à l'intérieur. L'espace était plus vaste qu'il n'y paraissait de l'extérieur, mais écrasé par une accumulation d'objets et de structures improvisées. Des surfaces de bois noircies, des tables marquées par l'usage, des ustensiles suspendus ou posés sans ordre apparent. Tout semblait organisé selon une logique propre, étrangère à toute forme d'habitude domestique. Au centre, une grande marmite dominait la pièce. Elle reposait sur une source de chaleur intense, produisant une vapeur épaisse qui montait lentement vers le plafond, avant de se disperser en une brume intérieure. Le liquide qu'elle contenait était trop sombre pour être clairement distingué, mais sa surface bougeait lentement, comme animée par un rythme régulier. Autour de cet élément central, d'autres détails apparurent, des restes, dispersés, partiellement dissimulés,
mais impossibles à ignorer une fois perçus, des fragments de formes qui n'étaient plus entières, mais dont l'origine ne pouvait être totalement méconnue. Leur présence n'était pas chaotique, elle suivait une logique de transformation, comme si chaque élément avait été déplacé, utilisé, puis abandonné selon une séquence précise. Et puis, il y avait elle. Vera Vargas se tenait légèrement en retrait, partiellement plongée dans l'ombre. Sa silhouette était immobile, mais son immobilité n'avait rien de passif. Elle semblait contenir une attention totale, dirigée vers le groupe à l'entrée. Son visage, à peine visible, ne révélait aucune émotion identifiable, mais quelque chose dans sa posture suggérait une absence complète de surprise, comme si cet instant avait toujours été attendu. Autour d'elle, le mouvement reprenait lentement, un geste simple, répété, maîtrisé, une action qui s'inscrivait dans une continuité bien plus ancienne que cette intrusion. Les outils, les surfaces, la marmite, tout participait à un processus déjà en cours, déjà avancé. À cet instant, la réalité se fixa. Il ne s'agissait plus de soupçons, ni même d'indices. Tout ce qui avait été évité, contourné, fragmenté, s'assemblait enfin dans une vision cohérente, brutale et irréversible. Mais ce qui paralysa véritablement le groupe ne fut pas ce qu'ils virent. Ce fut la compréhension immédiate que ce processus ne venait pas de commencer, et qu'il ne dépendait pas de leur présence pour continuer. La vision ne provoqua ni cri, ni mouvement brusque. Elle s'imposa avec une froideur telle qu'elle suspendit toute réaction immédiate. Les hommes restèrent là, figés dans l'encadrement de la porte, incapables de détourner le regard, mais tout aussi incapables d'avancer davantage. Ce n'était pas la peur qui dominait cet instant, mais une forme de compréhension brutale, un effondrement silencieux de toute logique rassurante. Quelque chose venait d'être confirmé, et cette confirmation était irréversible. L'intérieur de la maison ne laissait aucune place au doute. Chaque élément, chaque trace, chaque résidu, participait à un ensemble cohérent, organisé selon une nécessité froide. Rien n'était laissé au hasard. Ce n'était pas une dérive chaotique mais un système, une méthode, une continuité. Face à eux, Vera Vargas ne recula pas. Sa présence n'exprimait ni défi, ni fuite, mais une stabilité presque dérangeante. Elle semblait appartenir pleinement à cet espace, comme si l'extérieur n'avait jamais eu de réelle importance. Sa silhouette, immobile mais attentive, s'inscrivait dans la scène comme un élément parmi d'autres, indissociable de ce qui s'y déroulait. Le temps reprit son cours lentement, un pas en arrière, puis un autre. Sans concertation, sans regard échangé, le groupe commença à se retirer, non pas dans la panique mais avec une précision instinctive, comme si chacun comprenait qu'il venait de franchir une limite invisible. Rester davantage n'apporterait rien de plus. Tout avait déjà été vu, tout avait déjà été compris. Une fois à l'extérieur, l'air nocturne sembla différent, plus froid, plus sec, presque irréel, après la chaleur dense de la maison. Pourtant, cette sensation de retour à l'extérieur n'apporta aucun soulagement. Quelque chose persistait, accroché à eux, invisible mais indissociable. L'odeur, elle ne les quittait plus. Elle s'était imprégnée dans leurs vêtements, dans leur peau, mais aussi dans quelque chose de plus profond, moins tangible, une mémoire sensorielle impossible à effacer, qui reviendrait, encore et encore, même loin de cet endroit. Les jours suivants ne virent aucune confrontation, aucune tentative d'intervention. Le village entra dans une forme de paralysie collective. Ce qui avait été découvert n'était pas seulement terrifiant, c'était insoutenable dans ses implications, car il ne s'agissait plus simplement de Vera Vargas, il s'agissait de tout ce qui avait été accepté, consommé, intégré sans questionnement. Les marmites, les soupes, le goût, chaque souvenir devenait suspect, chaque détail se transformait en indice rétrospectif. Une lente prise de conscience s'opérait, fragmentée, incomplète, mais inévitable. Certains cessèrent immédiatement de consommer quoi que ce soit provenant de Vera. D'autres, incapables d'affronter pleinement la réalité, continuèrent, mais avec une hésitation visible, une tension constante. Et Vera continua, elle aussi. Ses apparitions ne cessèrent pas, ses gestes restèrent identiques. Rien, dans son comportement, ne semblait avoir changé. Comme si la découverte n'avait aucune incidence sur le processus en cours. Comme si le regard des autres ne modifiait rien. C'est cela plus que tout qui installa une angoisse durable. L'absence totale de réaction, comme si au-delà de ce qui avait été révélé, quelque chose de plus vaste échappait encore à leur compréhension. Et dans cette impression persistante, une question commença à émerger, lente et dérangeante. Si Vera n'avait jamais cherché à cacher ce qu'elle faisait, alors depuis combien de temps le village vivait-il avec cela sans réellement le voir? Le temps ne répara rien, il continua simplement d'avancer, comme il le fait toujours, indifférent à ce qui avait été découvert. À Santa Aurora, les jours reprirent une apparence presque normale, mais cette normalité n'était plus qu'une façade fragile. Derrière chaque geste, chaque regard, persistait une conscience altérée, une perception irréversible de ce qui avait été vécu. Rien ne fut officiellement décidé,
aucune réunion, aucune sanction, aucune action collective. Le village ne possédait pas les mots nécessaires pour affronter ce qui s'était imposé à lui, et dans cette incapacité à nommer, à structurer, à juger, une autre forme de réponse émergea, le retrait. Progressivement, sans bruit, les habitants commencèrent à s'éloigner. Certains partirent vers d'autres régions, emportant avec eux une mémoire qu'ils ne partageaient pas. D'autres restèrent, mais modifièrent leurs habitudes au point de devenir presque invisibles. Les rues se vidèrent lentement, les maisons se fermèrent les unes après les autres, et Santa Aurora perdit peu à peu ce qui faisait d'elle un lieu habité. Elle ne disparut pas, elle se vida, et au centre de ce vide, une présence demeura, la maison de Vera Vargas. Contrairement au reste du village, elle ne changea pas, elle ne se dégrada pas comme les autres structures abandonnées. Elle resta debout, intacte, comme protégée d'une manière que personne ne pouvait expliquer. La brume continuait de l'envelopper chaque soir, fidèle à son habitude, mais désormais il n'y avait plus personne pour l'observer, ou presque, car certains voyageurs, des années plus tard, mentionnèrent encore cet endroit. Ils parlaient d'un ancien village, difficile à localiser précisément, où l'air semblait plus lourd qu'ailleurs. Ils évoquaient une maison isolée, toujours habitée, malgré l'abandon évident des alentours. Une lumière, faible mais persistante, y était parfois visible à travers les interstices des volets. Et surtout, cette odeur, elle n'avait pas disparu. Elle flottait encore, discrète, mais présente, comme une signature que le temps n'avait pas réussi à effacer. Ceux qui la percevaient ne restaient jamais longtemps. Une intuition, impossible à expliquer, les poussait à repartir avant la tombée complète de la nuit. Aucun récit précis ne circulait, seulement des impressions, des fragments, comme si l'histoire elle-même refusait d'être transmise dans son intégralité. Mais une chose subsistait, au-delà des années, au-delà des absences et des silences. Quelque chose continuait, car dans cette maison, perdue au cœur d'un village vidé de ses habitants, le processus n'avait jamais cessé. Il ne dépendait ni du regard des autres, ni de leur présence. Il existait pour lui-même, autonome, inaltérable, et parfois, dans certaines régions reculées, on retrouvait encore des témoignages isolés, des soupes étrangement consistantes, un goût difficile à oublier, une sensation persistante, presque familière, qui ne correspondait à rien de connu. Alors, une pensée s'imposait, discrète, mais tenace. Peut-être que Vera Vargas n'avait jamais vraiment été seule, peut-être que ce qu'elle faisait n'avait jamais été limité à Santa Aurora, et peut-être que, sans le savoir, certains continuaient encore à goûter à ce qui n'aurait jamais dû être consommé.